Un président africain jeté à la rue comme un sans-abri, trahi par ses propres généraux, contraint d'abandonner palais et pouvoir. L'impensable se produit. Ibrahim Traoré, chef d'État du Burkina Faso, est désormais livré à lui-même. Une nuit sombre à Accra, loin des regards. Il se prépare à affronter seul la vérité d'un complot sur le point d'ébranler son pays. À Accra, au cœur d'une nuit lourde d'incertitude, un homme gisait à même le sol, dans l'obscurité d'un marché populaire, le visage marqué par la fatigue, vêtu d'habits élimés. Rien ne le distinguait d'un sans-abri ordinaire. Pourtant, cet homme n'était pas un inconnu, c'était Ibrahim Traoré, président en exercice du Burkina Faso, depuis plusieurs heures. Les murmures grandissaient dans les rues d'Ouagadougou. Puis d'Accra, personne ne savait où était passé le président. Même ses proches collaborateurs étaient dans l'ignorance totale. Dans les cafés, sur les écrans, la rumeur courait un bouleversement politique majeur serait sur le point d'éclater. Mais Traoré était là, invisible, perdu volontairement dans l'anonymat, scrutant chaque geste, chaque parole échangée autour de lui, car il savait désormais que pour défendre la vérité, parfois, il fallait disparaître, devenir ombre pour mieux percevoir la lumière, alors que le président Ibrahim Traoré s'était volontairement perdu dans l'anonymat d'Accra, à Ouagadougou. L'inquiétude grandissait d'heure en heure. Les médias locaux et internationaux multipliaient les reportages spéciaux, questionnant sans relâche la disparition inexpliquée du chef de l'État burkinabé. Les titres sensationnels se succédaient. Où est passé le président Traoré? Burkina Faso, crise imminente ou manipulation politique. Au palais présidentiel, le général Amadou Diakité, figure influente du Conseil de sécurité nationale, prenait progressivement le contrôle des apparitions publiques, sous un masque de sérénité et d'assurance. Il affirmait à la presse qu'il s'agissait seulement d'une absence momentanée du président. Pourtant, ceux qui connaissaient bien Diakité percevaient clairement l'ambiguïté dans ses propos, un trouble soigneusement dissimulé derrière son regard froid. Sur les réseaux sociaux, les débats s'enflammaient, certains accusaient une conspiration étrangère, d'autres parlaient déjà d'un coup d'État déguisé. Dans cette tourmente médiatique, une certitude émergeait, quelque chose de grave était en marche. Ibrahim Traoré, depuis son obscur refuge au Ghana, observait silencieusement ce jeu dangereux, prêt à intervenir au moment opportun pour protéger ceux qui l'avaient toujours défendu la vérité et l'honneur. Caché dans l'ombre d'un étal de marché, Ibrahim Traoré retenait son souffle. À quelques pas de lui, deux hommes discutaient à voix basse, mais suffisamment claire pour qu'il entende chaque mot. Il reconnut immédiatement la gravité des propos échangés. Ils évoquaient avec froideur les détails d'un plan méticuleux. La garde présidentielle sera neutralisée rapidement. La télévision nationale passera sous contrôle dès minuit. Aucune résistance possible. Son cœur s'accéléra. Il comprit aussitôt qu'il ne s'agissait pas d'une simple agitation médiatique. L'heure fatidique approchait, et ces inconnus parlaient d'un coup d'État imminent à Ouagadougou. Ibrahim ressentit une colère froide, maîtrisée. Il devait réagir rapidement, intelligemment, sans dévoiler son identité. Il mémorisa soigneusement les visages, les voix, chaque détail. Le président Traoré était désormais certain d'une chose, son combat venait à peine de commencer. Et il n'avait aucun droit à l'erreur. 3 jours avant son exil volontaire à Accra, Ibrahim Traoré avait reçu, tard dans la nuit, un document confidentiel qui bouleversa son sommeil à jamais. Le dossier, arrivé mystérieusement sur son bureau présidentiel, portait le sceau de la sécurité nationale. Pourtant, l'authenticité du document restait incertaine, presque suspecte, comme une invitation sournoise à la prudence. À mesure qu'il parcourait les lignes, son visage s'assombrit. Le rapport détaillait méticuleusement des flux financiers étranges,
provenant d'un fonds d'investissement européen basé à Paris, transitant discrètement vers certains officiers influents de son propre Conseil de sécurité, parmi ses noms familiers. Un seul résonnait avec une froide intensité, celui du général Amadou Diakité. Ibrahim sentit un frisson glacial traverser son corps. Celui qui s'était toujours montré loyal, fidèle à ses côtés, apparaissait soudainement comme une figure centrale d'un réseau obscur. Dans son cœur, la confiance venait d'être brisée. Mais Traoré comprit immédiatement que, pour dévoiler ce complot, il lui faudrait agir différemment. Il devrait se fondre dans l'ombre, disparaître aux yeux du monde, pour mieux voir clair dans ce qui se tramait dans le secret du pouvoir. Après cette nuit troublante, le président Ibrahim Traoré ne pouvait plus ignorer la réalité. Son quotidien habituellement fait de réunions stratégiques, de rapports sécurisés et de confiance absolue envers ses collaborateurs proches, s'était soudainement transformé en un champ de doute permanent. Chaque regard croisé dans les couloirs du palais présidentiel devenait source de suspicion. Chaque mot prononcé en sa présence résonnait désormais comme une demi-vérité. Parmi tous, la figure du général Amadou Diakité dominait ses pensées. Ce militaire respecté, connu pour sa fermeté et son engagement, avait toujours été l'un de ses plus fidèles alliés. Pourtant, quelque chose avait changé. Depuis la découverte du rapport confidentiel, Ibrahim analysait différemment chaque geste, chaque parole de Diakité. Pourquoi ce général avait-il récemment validé des budgets inhabituels, sans consultation directe? Pourquoi ces manœuvres militaires, soi-disant pour des exercices de sécurité intérieure, se multipliaient-elles étrangement aux portes d'Ouagadougou? Ce sentiment diffus, mélange de colère, de trahison et d'incompréhension, pesait désormais lourd sur son esprit. Il savait désormais que son ennemi potentiel n'était pas une menace extérieure abstraite, mais bien une présence réelle, interne, insidieuse. Traoré ressentait une profonde solitude face à ce défi inédit. Pour protéger ce qui comptait à ses yeux, son pays, son peuple, sa dignité, il devrait agir seul, avec prudence et détermination. Ce fut à ce moment précis qu'il comprit qu'il ne pourrait compter que sur une seule personne, celle dont la loyauté n'avait jamais été remise en question. Il décrocha son téléphone, composa un numéro discret et murmura simplement « Abena, j'ai besoin de vous. » Immédiatement, quelques instants après avoir raccroché, Ibrahim Traoré resta immobile, perdu dans ses pensées, dans ce climat d'incertitude absolue. Une seule personne avait su gagner durablement sa confiance, Abena Mensah, ancienne journaliste d'origine ghanéenne, devenue sa conseillère la plus fidèle. Abena avait prouvé son courage et sa discrétion en de multiples occasions délicates. Le président savait que tout ce qu'il lui révélerait resterait secret. Lorsqu'elle arriva, il lui remit une enveloppe cachetée, contenant une copie du rapport explosif et un message manuscrit bref mais précis. « Si je disparais, tu seras la seule à connaître mon véritable objectif. » Traoré fixa intensément Abena, conscient du poids immense qu'il venait de déposer sur ses épaules. Il n'avait pas d'autre choix que de lui accorder cette confiance ultime. À ses yeux, le silence et la prudence étaient désormais ses armes les plus efficaces. Le palais présidentiel n'était plus sûr. Les écoutes étaient devenues une réalité oppressante, omniprésente, à l'aube, sans avertir personne d'autre. Le président quitta secrètement son bureau, vêtu simplement, sans insigne ni escorte. Il emprunta un passage discret, connu seulement d'une poignée d'initiés. Sa destination, Accra, au Ghana. Loin du regard des traîtres potentiels, il avait décidé que pour défendre son peuple, il devait renoncer temporairement à tout signe de pouvoir, devenir invisible aux yeux du monde, afin de découvrir la vérité. Ainsi,
Ibrahim Traoré disparut volontairement. Ce choix difficile mais nécessaire représentait bien plus qu'une fuite. C'était son premier acte concret de résistance. La preuve absolue qu'il était prêt à sacrifier son propre confort pour la vérité, la dignité et la justice. Dans la chaleur étouffante d'Accra, Ibrahim Traoré commençait à apprivoiser l'anonymat, sans les privilèges habituels liés à sa fonction présidentielle. Il découvrait un univers auquel il n'avait jamais réellement appartenu. Ici, au milieu des ruelles poussiéreuses où s'entremêlaient ouvriers, migrants et petits commerçants. Il pouvait enfin observer son pays d'un point de vue inédit, sans filtre, sans protocole. Rapidement, il se mêla discrètement au groupe de travailleurs burkinabés réfugiés au Ghana. Écoutant attentivement leurs récits, ce qu'il entendit lui fit prendre conscience d'une réalité douloureuse, celle d'un peuple souvent oublié par le pouvoir central, livré à lui-même et exposé à toutes sortes de manipulations. Parmi eux, Ibrahim remarqua un homme aux traits familiers, un ancien membre de la garde présidentielle nommé Karim. Ce dernier, autrefois réputé pour sa loyauté sans faille, vivait désormais isolé, abandonné par le système qu'il avait pourtant juré de protéger. Ibrahim sentit un poids écrasant de responsabilité peser sur ses épaules. Combien d'autres fidèles avaient ainsi été mis à l'écart pour avoir refusé de collaborer avec les mauvaises intentions du pouvoir en observant Karim de loin. Le président comprit que la vérité qu'il cherchait désespérément depuis son bureau à Ouagadougou se trouvait ici, dans ces histoires vraies, authentiques, dénuées de tout artifice politique, pour la première fois depuis sa prise de fonction. Ibrahim Traoré ressentait pleinement l'impact concret des décisions prises au sommet de l'État. Ce voyage au cœur de l'anonymat lui révélait une vérité brutale pour sauver son pays et son peuple. Il devrait affronter ceux qui prétendaient agir en son nom, tout en ignorant le prix de leurs propres actes. Le soir venu, Ibrahim Traoré s'était installé dans un café discret d'Accra, où se retrouvaient souvent travailleurs clandestins et intermédiaires douteux, dissimulés dans un recoin sombre. Il écoutait attentivement chaque mot échangé autour de lui. Ici, loin du protocole diplomatique, les vérités les plus sensibles circulaient librement. Son attention fut bientôt captée par deux individus assis non loin de lui, discutant à voix basse mais avec détermination. À mesure qu'il écoutait, Ibrahim sentit son cœur s'accélérer. Les deux hommes parlaient ouvertement d'une livraison d'armes destinée à un groupe influent à Ouagadougou. La précision de leurs propos le glaça. Le paiement sera effectué dès que la garde présidentielle sera neutralisée, disait l'un d'eux calmement. Traoré comprenait soudainement l'étendue du complot qui se tramait dans l'ombre. Il entendit distinctement mentionner le nom d'un journaliste européen réputé, chargé selon eux de préparer l'opinion internationale à accepter la transition politique. Chaque détail confirmait ce qu'il avait pressenti depuis la découverte du rapport confidentiel. L'ampleur du réseau, la précision glaciale des plans évoqués. Tout indiquait une organisation méticuleuse et extrêmement dangereuse. Ibrahim sentit monter en lui une colère sourde mais déterminée. Il se savait désormais investi d'une mission capitale. Il devait impérativement démanteler ce réseau avant qu'il ne soit trop tard, en quittant discrètement le café. Il avait conscience d'avoir franchi un point de non-retour. Son destin personnel lui importait peu désormais. Ce qui comptait, c'était l'avenir de son pays, menacé par une manipulation habile, orchestrée dans l'ombre par ceux qui prétendaient agir pour le bien commun, tout en trahissant chaque valeur qu'il défendait depuis toujours. Tard dans la nuit, Ibrahim Traoré marcha rapidement jusqu'à une cabine téléphonique isolée dans une rue d'Accra, le cœur battant. Il composa nerveusement le numéro personnel d'Abena Mensa. Les secondes semblèrent interminables, mais la tonalité résonnait dans le vide. Sans réponse, une angoisse sourde l'envahit soudainement.
Abena ne manquait jamais un appel de cette importance. Inquiet, il tenta de nouveau, une fois, 2 fois, sans succès. La 3e tentative fut interrompue par un bref message vocal inhabituel. Froid et automatique, ce numéro n'est pas disponible actuellement. Ibrahim comprit immédiatement que quelque chose de grave était arrivé. Quelques instants plus tard, alors qu'il tentait encore de joindre sa conseillère, un jeune garçon apparut discrètement près de lui, sans dire un mot. L'enfant lui tendit un morceau de papier froissé. Ibrahim, méfiant mais intrigué, déplia soigneusement le billet sous la faible lumière d'un lampadaire défaillant. À peine eut-il lu les premières lignes que son souffle se coupa net. C'était un message d'Abena. « Président, ils m'ont trouvé. Je suis surveillé. Ils connaissent notre échange. Diakité contrôle tout. La date est fixée. Médias verrouillés. Garde compromis. Faites très attention. » Ces mots écrits à la hâte confirmaient ses pires craintes. L'étau se resserrait autour de lui, avec une rapidité terrifiante. Ibrahim sentit une colère froide l'envahir, mais aussi une détermination renouvelée. Il comprenait désormais que le complot dépassait largement ce qu'il avait imaginé. Sa plus fidèle alliée venait d'être capturée ou réduite au silence par ceux qu'il croyait pouvoir déjouer secrètement. Dans ce moment critique, Traoré prit une décision immédiate. Il ne pouvait plus rester dans l'ombre. Il devait agir vite, sans compromettre sa sécurité, ni celle d'Abena. Le sort du pays dépendait de lui. Il devait impérativement transmettre l'information à quelqu'un de confiance, hors de portée des conspirateurs. Ibrahim relut rapidement le message, puis le détruisit méticuleusement, réduisant en miettes les preuves de ce bref échange. En quittant la cabine téléphonique, Ibrahim Traoré était conscient qu'il venait d'entrer dans la phase la plus dangereuse de sa lutte. Désormais, privé de son dernier soutien direct, il devrait improviser, anticiper chaque mouvement, et surtout, ne jamais perdre de vue son objectif principal, la préservation du Burkina Faso face à un ennemi invisible, organisé, implacable, dans son esprit. Une seule certitude persistait face à la trahison et au mensonge. Il ne pouvait compter que sur lui-même. Cette nuit à Accra, Ibrahim Traoré réalisa pleinement le prix de son engagement envers la vérité et son peuple. Ce n'était pas seulement son mandat présidentiel qui était en jeu, mais l'avenir entier de son pays. Ibrahim Traoré savait que chaque minute comptait désormais, acculé par la disparition d'Abena. Il ne pouvait plus risquer aucun moyen de communication électronique. Une seule erreur pouvait lui coûter la vie, ainsi que celle de tous ceux qu'il voulait protéger. Dans l'obscurité d'une ruelle d'Accra, il tira un petit carnet froissé de sa poche et rédigea à la hâte un message à la main. Les mots étaient brefs, nets, précis. Il avait conscience que ce simple bout de papier devenait désormais l'élément décisif de tout son combat. Le cœur lourd mais résolu, il chercha autour de lui une personne capable d'accomplir la mission essentielle et discrète qu'il lui réservait. Son regard s'arrêta finalement sur un garçon d'une 12aine d'années, assis au coin d'une rue, occupé à vendre des friandises tard dans la nuit. Ibrahim s'approcha lentement, avec une douceur ferme pour ne pas effrayer l'enfant. Il tendit doucement la note pliée en 4, ainsi qu'un billet généreux, murmurant calmement mais clairement « Ceci doit absolument arriver au Burkina Faso, à Ouagadougou, auprès du capitaine Kolouma. Dis-lui simplement, c'est du président. Il comprendra. » Le garçon hocha la tête gravement, visiblement conscient de l'importance de cette mission inattendue. Ibrahim sentit une vague de soulagement fragile en le voyant partir discrètement dans la nuit. Il savait pertinemment qu'il venait de remettre son destin et celui de son pays entre les mains d'un enfant inconnu. Pourtant, il n'avait aucun doute sur sa décision. Dans les moments les plus critiques, les gestes les plus simples devenaient les plus héroïques. Désormais, tout dépendait de ce morceau de papier. Ibrahim Traoré leva les yeux vers le ciel nocturne.
conscient que sa bataille entrait enfin dans sa phase décisive. À Ouagadougou, le capitaine Kolouma était assis seul dans son bureau sombre, plongé dans une réflexion profonde, lorsque la porte s'ouvrit doucement, laissant entrer le jeune garçon envoyé depuis Accra. Il releva brusquement la tête. L'enfant, épuisé mais déterminé, lui tendit immédiatement la note pliée. Kolouma, intrigué, déplia lentement le papier et lut attentivement les mots écrits à la main par Ibrahim Traoré. Chaque ligne lui confirmait la gravité de la situation. Le capitaine réalisa immédiatement l'urgence de la mission qui lui était confiée, plus que jamais. La survie du gouvernement légitime reposait sur ses épaules et celle de ses hommes loyaux. Il prit une décision rapide, sans hésitation. Au lieu d'organiser une riposte armée, Kolouma mit en place une stratégie plus subtile et efficace, comme le président l'avait suggéré, implicitement neutraliser sans violence. Isoler l'ennemi en coupant ses moyens de communication et ses sources d'information. Rapidement, il réunit en secret une poignée d'officiers de confiance, en quelques heures seulement. Ils infiltrèrent discrètement les centres de transmission stratégiques, paralysant ainsi les réseaux informatiques et les relais médiatiques déjà compromis. Les ordres de mobilisation des troupes rebelles furent interceptés et modifiés à la dernière minute, semant ainsi une confusion totale chez les conspirateurs. Kolouma coordonna l'opération avec une précision chirurgicale. Aucun coup de feu ne fut tiré. Aucune violence inutile ne fut employée. Il savait qu'il menait une bataille bien plus complexe, une guerre de renseignement et de loyauté. Grâce à cette stratégie silencieuse, le réseau conspirateur fut rapidement isolé, ses membres clés incapables de communiquer entre eux ou d'agir efficacement. À mesure que les heures défilaient, l'étau se resserrait méthodiquement autour du général Diakité et de ses complices. Kolouma ressentait une détermination profonde. Il agissait non seulement pour protéger un homme, Ibrahim Traoré, mais aussi pour défendre la souveraineté et l'honneur de son pays face à ceux qui avaient tenté de l'usurper. Cette nuit-là, dans le silence oppressant des opérations secrètes, Kolouma prouva que la vraie force ne venait pas des armes, mais de l'intelligence stratégique, de la discrétion et d'une loyauté inébranlable envers la vérité. Il venait de remporter une victoire essentielle, bien que silencieuse, dont les effets résonneraient bientôt partout à travers le pays. Quelques instants avant l'heure fixée pour le coup d'État, le général Amadou Diakité se tenait dans un bunker discret situé en périphérie d'Ouagadougou, entouré de ses complices, tous persuadés que leur prise de pouvoir était désormais inévitable. Il savourait déjà sa victoire prochaine. Pourtant, une tension inhabituelle régnait dans l'air. Aucun de ses ordres récents n'avait été confirmé. Aucun signe ne confirmait que les troupes loyales avaient été neutralisées comme prévu. Soudain, les écrans devant lui devinrent noirs, les communications coupées brusquement, avant que Diakité ne puisse réagir. Les portes s'ouvrirent avec calme mais détermination, laissant apparaître la silhouette ferme et autoritaire du capitaine Kolouma. Derrière lui, quelques soldats fidèles au président se tenaient prêts, mais aucune arme n'était pointée. Le général comprit immédiatement qu'il avait perdu la partie. Son visage pâlit sous l'effet d'une colère impuissante et d'une humiliation profonde, sans violence ni confrontation. Kolouma s'avança vers lui avec une assurance implacable. « Général Diakité, votre complot s'arrête ici. Le président Traoré connaît tout. Vous êtes désormais sous arrestation pour tentative de coup d'État contre le Burkina Faso. » Incapable de répondre, Diakité baissa lentement les yeux, réalisant trop tard qu'il avait sous-estimé la détermination et la clairvoyance de son adversaire. Ce qu'il avait cru être une victoire facile s'était effondré en un instant, détruit par une loyauté silencieuse et la force d'une vérité insoupçonnée. Cette nuit-là, sans un seul coup de feu, Ibrahim Traoré venait de triompher,
depuis son exil discret à Accra jusqu'à ce moment précis à Ouagadougou. Il avait montré au monde que la justice véritable ne reposait pas sur la violence, mais sur le courage et la conviction profonde d'agir pour l'intérêt supérieur du peuple. Le lendemain matin, à l'aube, Ouagadougou s'éveillait dans un silence inhabituel, chargé d'incertitudes et de questionnements. Tous les regards étaient tournés vers les écrans de télévision, où une intervention exceptionnelle avait été annoncée. Personne ne savait exactement qui allait s'exprimer, mais chacun ressentait déjà la gravité du moment. Soudain, l'image apparut, révélant Ibrahim Traoré, solennel et calme, assis à son bureau présidentiel, habillé sobrement, mais avec la dignité intacte d'un homme qui venait de traverser une tempête. Son visage reflétait l'épreuve traversée, mais aussi la détermination qui ne l'avait jamais abandonné. D'une voix claire et ferme, il prit la parole, citoyen du Burkina Faso. Ces dernières heures ont été parmi les plus sombres et difficiles de notre histoire récente. Une tentative de coup d'État, menée depuis l'intérieur même de notre gouvernement, a failli renverser ce que nous avons construit ensemble. Il marqua une pause, laissant ces mots pénétrer profondément les consciences, avant de poursuivre avec une précision implacable le général Amadou Diakité, en collaboration avec des complices étrangers, avait tout planifié. Aujourd'hui, je suis devant vous, non pour célébrer une victoire personnelle, mais pour rétablir la vérité et la justice. Grâce à la loyauté et au courage silencieux de nos forces de sécurité fidèles, aucun coup de feu n'a été tiré. Personne n'a perdu la vie. Traoré regarda droit dans la caméra, s'adressant directement à son peuple avec une conviction renouvelée. J'ai choisi de disparaître temporairement pour découvrir la vérité. Je suis revenu pour que chacun d'entre vous sache que la vérité ne se négocie jamais. Aujourd'hui, ensemble, nous prouvons au monde que face aux manipulations et à la trahison, seule l'intégrité silencieuse et ferme peut triompher réellement. Face à la caméra, Ibrahim Traoré garda un bref silence, laissant résonner dans les esprits la gravité des faits qu'il venait de révéler. Puis, d'un ton posé mais profondément résolu, il poursuivit son allocution en fixant intensément les citoyens burkinabés à travers l'écran. Ceux qui complotaient contre nous avaient les moyens financiers, les réseaux internationaux, et surtout la confiance que leur trahison resterait secrète. Mais ils ont oublié l'essentiel, la force silencieuse, discrète mais immense, du peuple burkinabé. Il inspira profondément, son regard exprimant à la fois gratitude et détermination. Ils ont échoué parce qu'ils ont sous-estimé votre courage, votre fidélité et votre sens inné de la justice. Je ne suis que l'un d'entre vous, porté par cette même volonté que chacun porte en soi, celle de vivre dans un pays juste, libre, où aucun complot ni manipulation ne peut triompher. Traoré fit une pause délibérée, soulignant l'importance capitale de chaque mot prononcé durant ces 48 heures. Je suis devenu invisible pour mieux vous comprendre, pour mieux défendre ce pays que nous aimons tant. Aujourd'hui, je vous le promets, cette victoire appartient à chacun d'entre vous, à chaque citoyen qui refuse de plier devant l'injustice. Le président conclut d'une voix ferme, puissante, emplie de conviction. Ensemble, nous venons de prouver que la vérité et la dignité ne se vendent pas, ne se négocient jamais. Tant que je serai à vos côtés, personne, jamais, ne pourra nous priver de cette liberté. En terminant son discours, Ibrahim Traoré sentit une émotion profonde l'envahir. Conscient que cette victoire dépassait largement les frontières politiques, c'était une victoire morale, essentielle, portée par un peuple désormais plus uni que jamais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus passionnants sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter
et de vous abonner pour d'autres histoires inspirantes de développement personnel et d'autonomisation.